Salut frères et sœurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et vos activités, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Voilà. Qu'est-ce que cela c'est pas ça? Ce soir, nous sommes là pour discuter sur un thème. Le thème s'articule donc autour de l'école. Oui, certains diront, voilà, il est là pour parler de l'école encore, ça pourrait parler de l'école. Oui, je parle de l'école parce que c'est la seule chose dont je maîtrise très bien, parce que j'ai pris des années à suivre l'école, donc je sais de quoi je parle, je sais de quoi il s'agit, donc je ne peux que parler de l'école. Voilà, parce que tout ce que je vais dire, c'est ce que l'école m'a enseigné, c'est ça que je vais dire. Voilà. Donc, d'abord, nous allons partir d'abord par sa définition pour savoir de quoi il s'agit. Pour ceux-là qui ne savent pas ce que c'est que l'école, parce qu'il y en a aussi qui ne sont pas allés. Voilà. Donc, si nous allons prendre peut-être sa définition étymologique, peut-être selon le dictionnaire de Robert et Larousse, et selon ce que j'ai entendu aussi, l'école, c'est une institution qui permet d'enseigner les valeurs morales, voilà, les valeurs morales, intellectuelles, et les valeurs culturelles, voilà, qui devrait permettre, mais qui permet donc de savoir lire et écrire, qui permet également aux élèves d'interagir ensemble, qui permet aux élèves de créer des relations amicales, amoureuses, ainsi de suite. C'est ça. Je peux dire, bon, c'est que, en tout cas, selon mes richesses, ou bien ce que je connais, c'est ça, l'école. Et d'où est née l'école, ou bien l'école est commencée à quel moment, et comment l'école est née. On peut dire que l'école existait depuis l'Antiquité, parce que depuis l'an 2300, l'école existait. Voilà. L'idée a été d'abord vue par les philosophes du savoir intellectuel. Voilà pourquoi, quand on regarde dans la définition, on voit comment on appelle l'enseignement du savoir intellectuel. Parce que ces philosophes intellectuels, on peut prendre Aristote, oui, Aristote, puisque d'autres diront que c'est Salomon, voilà, qui a vu l'idée. Non, Salomon, en son temps, lui-même, il n'était pas éduqué. Lui-même, bon, je ne peux pas dire si je dis éduqué, mais bon, il n'avait pas eu d'éducation, voilà, de l'école. Voilà. Donc, lui-même, il était obligé de par la suite être enseigné selon les valeurs intellectuelles, voilà, selon l'éducation de l'école, par la suite. Donc, c'est lui qui a eu peut-être l'idée de forcer, donc, c'est lui qui a eu l'idée de forcer, voilà, l'idée de l'école. Voilà, donc, il a rendu ça populaire, qui devrait donc permettre à tout le monde de pouvoir aller à l'école. Sinon, l'école avant, c'était destiné pour les religieux. C'était destiné pour les religieux, mais Salomon vient donc et dit, voilà, on doit permettre donc aux enfants, c'est-à-dire aux enfants de 6 à 16 ans, de pouvoir aller à l'école, et tous ceux-là qui voudraient donc être éduqués pouvaient donc aller et puis être enseignés à l'école. Ça, c'est Salomon. Mais si nous parlons, si nous prenons l'école française, bon, disons comme nous sommes, on a été colonisé par les Français, l'école même qui est là, c'est l'école française, l'école qui nous a été imposée, voilà, parce que si nous regardons, voilà, les manuels qui sont là nous ont été imposés, voilà, tout ça. Donc, si nous prenons l'école française, c'est autour des années 1881, avec Jules Ferry, donc, qui va rendre l'école obligatoire autour des années 1881-82, qui va rendre l'école obligatoire, voilà, qui devrait permettre donc pas que l'école devrait être destinée pour les religieux, non, mais qui devrait permettre à tout enfant ayant 6 ou 16 ans
d'aller à l'école pour apprendre les valeurs morales, le savoir intellectuel, voilà, de pouvoir aller apprendre à lire et à écrire, tout ça. Est-ce que vous voyez? Mais c'est lui qui rend à ce moment l'école obligatoire, l'école française obligatoire à son temps, Jules Ferry. Parce que c'est ça qui a été enseigné. Et ça, c'est l'école traditionnelle. Ça, c'est l'école traditionnelle. Et si nous prenons l'école en ce moment, c'est l'école qui devrait permettre donc aux enfants de savoir lire et écrire, de savoir, en tout cas, de connaître les valeurs intellectuelles, les savoirs intellectuels, les valeurs morales, les valeurs culturelles. L'école était destinée uniquement pour ça. C'est-à-dire, si nous prenons l'école en ce moment, c'est-à-dire, ce n'était pas le savoir pratique donc, qui était enseigné, mais le savoir intellectuel. Avec les philosophes de ce moment, excusez-moi parce qu'il fait chaud, il n'y a pas courant, voilà, donc je ne suis pas sous la climatisation ou sous les bracelets, donc il fait chaud. Donc l'école en ce moment, ce n'était pas l'école pratique, mais ils enseignaient le savoir intellectuel. Donc, c'est-à-dire, ça ne garantissait pas ce qu'on appelle l'emploi aux jeunes. Mais, de par la suite, d'autres verront que si on continue d'enseigner l'école de cette manière, de cette façon, nous allons former des bandits, nous allons former des paresseux, nous allons former des gens qui seront là à ne rien faire. Puisque comme les jeunes sont les futurs détenteurs du pouvoir, les futurs détenteurs de toute administration, parce que ce sont les jeunes qui vont prendre le relais. Et si nous formons des paresseux, si nous formons des gens qui seront là à soi sans rien faire, parce qu'on devrait apprendre à lire et à écrire. Mais savoir lire et écrire ne suffisait pas seulement. Connaître les valeurs culturelles ne suffisait pas seulement. Connaître les savoirs intellectuels ne suffisait pas seulement. Il faudrait plus que ça en ce moment. Mais les gens ont vu ça par la suite. Et ça, c'est en Amérique autour de 1896 avec John Dewey. John Dewey qui verra ça, un philosophe, pas lui seulement, mais qui verront par la suite un philosophe pragmatiste. Les philosophes pragmatistes étaient ces philosophes-là qui enseignaient le savoir pratique. Puisque à ce moment, il y avait donc ce qu'on appelle une dualité, c'est-à-dire une confrontation entre les philosophes du savoir intellectuel et les philosophes du savoir pratique. Ils se confrontaient. Parce que les philosophes du savoir, ils n'étaient pas d'accord avec les philosophes, comment on appelle, les philosophes pragmatistes. Donc, ils enseignaient donc le savoir pratique. Mais les philosophes pragmatistes, ils disaient que non, les deux pouvaient cohabiter, pouvaient aller ensemble. Le savoir intellectuel devrait donc, puisque pour les pragmatistes, le savoir, c'est, comment on appelle, c'est-à-dire pour eux, c'est la pratique, c'est l'action donc, qui précède donc, le savoir. Tu dois agir, tu dois aller à l'action, tu dois pratiquer avant de connaître. C'est sur le terrain qu'on découvre beaucoup de choses. Ça, ce sont les philosophes pragmatistes. Et John, à ce moment, en 1896, ils vont donc créer des écoles qui vont permettre donc aux enfants d'apprendre donc ce qu'on appelle le savoir pratique, qui est donc à ce moment, c'était donc des trucs qu'on connaissait en ce moment parmi les gens. Voilà, des trucs que les gens faisaient déjà, vous pouvez enseigner ça déjà à l'école pour permettre aux enfants, après voilà, donc leur étude, qu'ils puissent avoir à faire quelque chose, d'avoir le savoir intellectuel, d'avoir le savoir pratique en même temps. Et ça, c'était en ce temps, la cuisine, c'était la couture, c'était tout, donc était donc instauré dans l'éducation. Permettre aux enfants de pouvoir faire quelque chose après donc leur étude. Après donc, comme on appelle leur étude à l'école, que chacun puisse avoir à faire quelque chose dans la vie active. Et ça, ce sont les philosophes pragmatistes en ce moment aux États-Unis. Et par la suite, même en France, nous verrons que ces idées seront par la suite adoptées dans les écoles. Voilà, essayer de mettre la pratique avec tout la théorie pour permettre donc d'éviter donc le chômage. Oui.
c'est ça. Donc, on peut dire qu'en ce moment, les philosophes pragmatistes, ils étaient dans la modernité, et les philosophes, comment on appelle, intellectuels, qui donnaient donc le savoir intellectuel, et ils étaient donc dans l'Antiquité, c'est-à-dire le traditionnalisme. L'école traditionnelle et l'école moderne, qui étaient donc répartis par des philosophes en deux catégories. Les philosophes pragmatistes, qui enseignaient donc le savoir pratique, et les philosophes intellectuels, et les philosophes, comment on appelle, antiques, qui enseignaient donc le savoir, comment on appelle, intellectuel. Et c'est donc, parce que si nous regardons notre éducation, c'est notre école là, actuellement, notre école pour présentement, c'est typiquement la même chose. C'est-à-dire l'école antique, l'école de l'Antiquité, donc, qui existe jusqu'à présent dans notre éducation. Notre école, c'est la même chose. L'école de 2300 avant Jésus-Christ, l'école depuis Salmagne, l'école depuis Gilles Ferry, c'est ça qui est aujourd'hui ici chez nous. C'est ça qu'on nous enseigne aujourd'hui, le savoir intellectuel. Et ça ne suffisait pas seulement le savoir, comment on appelle, culturel, le savoir moral. Et ça ne suffit pas seulement pour que quelqu'un puisse avoir un travail. Ça ne suffit pas. Il faut enseigner ce qu'on appelle le savoir pratique et le savoir, je ne suis pas contre, et le savoir intellectuel et le savoir culturel. Puisque les deux vont ensemble. Oui, c'est ça, c'est l'action qui précède le savoir. Pour eux, c'est-à-dire les philosophes pragmatistes. Et c'est très important. Et c'est très important. Et cela permettra donc d'éviter donc ce qu'on appelle ici le sauvage. Ça va permettre à de nombreuses personnes de savoir à faire quelque chose dans la vie. Et ne pas être des détenteurs du savoir intellectuel, du savoir moral, du savoir culturel. Et ça ne suffit pas pour faire une bonne chose. Et ça ne suffit pas pour lutter contre le chômage. Et ça ne suffit pas pour lutter contre le banditisme. Et ça ne suffit pas pour lutter contre beaucoup de choses, des insuffisances. Oui, et c'est l'école de l'Antiquité, l'école antique, l'école du savoir intellectuel qui est donc enseignée jusqu'à présent dans nos institutions, dans nos écoles, dans nos pays, surtout en Afrique. Et ça ne garantit pas. Et ça ne garantit pas. Parce que ici, nous voyons que le monde du travail, que le monde de l'école, le monde de l'éducation ici, c'est des choses qui sont carrément différentes. Et si je vais reprendre, c'est-à-dire comment donc l'école est née, parce qu'on peut voir ça sous différents angles. Prenons l'exemple autour des années, c'est-à-dire avant le 18e et le 19e siècle. Avant le 18e siècle, bien avant le 19e siècle, l'économie était basée donc sur l'agriculture, c'est-à-dire le travail de la terre et l'artisanat. Et en ce moment, on prenait beaucoup parce qu'en ce moment, il y avait des classes. Il y avait des classes qui cohabitaient ensemble, c'est-à-dire la classe bourgeoise et la classe prolétaire, les ouvriers. Et la classe bourgeoise qui était donc les détenteurs des emplois. Et en ce moment, le travail, c'est-à-dire l'économie, était basé sur l'agriculture, le travail de la terre et l'artisanat. Et en ce moment, on recrutait les ouvriers pour les mettre dans les champs. Un grand nombre de personnes pour les mettre dans les champs, pour les mettre dans l'artisanat, parce qu'en ce moment, c'était le travail de la main, c'était traditionnel. Mais si nous regardons après le 18e et le 19e siècle, nous avons vu ce qu'on appelle ici la révolution industrielle avec l'invention de la machine à vapeur. Et après la machine à vapeur, c'est-à-dire le travail de la main, le travail archaïque, le travail traditionnel ici, serait donc remplacé par les machines, par donc l'évolution industrielle. L'évolution industrielle, c'est-à-dire avec l'invention de la machine à vapeur qui devrait donc venir et puis remplacer donc le travail
choses archaïques, le travail traditionnel, le travail par la main. Puisque en ce moment, la main d'œuvre était donc les humains. C'était les humains qu'on devrait recruter en majorité pour donc mettre dans les champs, pour mettre donc dans les industries artisanales. Mais avec la révolution industrielle, avec l'invention, la création de la machine à vapeur, le nombre d'ouvriers serait donc diminué. Parce que les machines remplaceront donc en ce moment les gens, les humains en ce moment. Mais on avait besoin des gens qui vont manier donc les machines. Donc on avait besoin d'ouvriers, mais peu d'ouvriers. C'est-à-dire beaucoup seront cherchés de leur travail pour être donc remplacés par des machines. Mais ils vont recruter, ils avaient besoin toujours un coup de main des ouvriers. Ils vont recruter des ouvriers, créer des écoles, parce qu'une machine qui a été inventée, la machine seule ne peut pas faire le travail. Il faut donc quelqu'un qui va manier donc cette machine. Donc comment il faut faire? Il faut créer des écoles pour former des gens, pour former des ouvriers, et ces ouvriers donc on va les répartir dans de différentes industries, dans de différentes ce qu'on appelle institutions. Donc on forme les ouvriers pour les mettre dans les industries, pour qu'ils puissent conduire donc ces machines qui ont été inventées. Et voilà l'essence de l'école en ce moment, si on va voir dans une autre année. Donc, qui devrait permettre donc la formation des travailleurs, la formation des employés, et ces employés donc qui devraient être répartis dans de différentes industries. Et c'est ça. Donc, beaucoup envoyaient les enfants à l'école parce qu'il y avait des retombées. Tous ceux qui partaient et se formaient, gagnaient du travail, il y avait un bon boulot, il y avait un bon salaire. Même en Afrique, certains envoyaient les enfants pour aller étudier. Et c'était bien, parce qu'en ce moment, l'offre d'emploi était supérieure à la demande d'emploi. C'est-à-dire, le travail qu'on donnait, on avait besoin d'un grand nombre de personnes qui devraient venir donc s'être formées et être donc réparties dans les industries qui vont utiliser ces machines-là pour travailler. Mais à un moment donné, on a vu que avec l'évolution industrielle, avec l'évolution de la médecine, avec l'explosion donc de la technologie, l'homme sera remplacé à petit feu avec ce qu'on appelle les machines. Et on a un grand nombre de personnes, un grand nombre d'étudiants qui sont là à étudier, à se former pour être donc recrutés. Mais comme avec l'évolution industrielle, avec l'évolution de la technologie, les machines remplacent à petit feu les personnes, les gens, les humains. Donc à un moment donné, on a vu que non, l'offre d'emploi était inférieure à la demande. L'offre d'emploi était inférieure à la demande. Parce qu'il y avait de nombreuses personnes qui sont là, qui ont été formées, mais qui veulent du travail. Avec l'explosion de la technologie, avec l'évolution de la médecine, on a vu que vraiment, on n'avait pas besoin d'un grand nombre de personnes comme ça dans les industries. Non. Avec l'ordinateur, on est là, voilà, et puis c'est bon. Donc, on avait des gens qui ont été formés, mais pas de travail, au fur et à mesure. Et on a vu que ça, c'était pas bon. On a vu que ça, c'était à changer. On a vu que ça, c'était à revoir. Et c'était très important à revoir. Et ils ont dit, voilà pourquoi il y a eu donc des, comment on appelle, des idées qui devraient permettre donc à instaurer donc ce qu'on appelle ici l'école professionnelle. On peut prendre comme je l'avais cité avec John en 1887 aux États-Unis, donc qui avait donc instauré donc ce qu'on appelle la couture, la cuisine, tout ça dans l'école pour permettre donc même la création des entreprises. C'était des enseignements qu'on donnait à l'école qui devaient permettre donc aux étudiants, aux élèves, qu'après les sorties, qu'ils puissent avoir quelque chose à faire dans la vie. Et c'est ça qui était bien. Et c'est ça qui était la bonne solution. Mais ils ont gardé
l'école traditionnelle pour nous. Ils ont gardé l'école de l'Antiquité pour nous. L'école donc qui devrait être enseignée, c'est-à-dire le savoir intellectuel, le savoir culturel, le savoir moral, qui ne garantissait pas un boulot, qui ne garantissait pas un emploi, qui ne garantissait pas un travail aux élèves, aux étudiants. Donc, c'était compliqué. Et c'était tout un problème. Et ça, c'est à revoir. Parce que si nous regardons le monde du passé et le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Toutes choses évoluent. Mais pourquoi l'école n'évolue pas? Toutes choses changent. Mais pourquoi? Puisqu'on dit le monde change. À tout moment, le monde change. Mais pourquoi la manière d'éducation ne change pas? Ça aussi, ça doit changer. Parce que au fur et à mesure que le nombre surtout chez nous ici en Afrique, nous voyons que les jeunes sont plus nombreux que les vieux. C'est nous, et c'est nous qui avons la chance d'aller à l'école. Mais si c'est nous qui avons la chance d'aller à l'école, imaginons que toute personne, tout enfant qui est né doit aller à l'école, une obligation d'aller à l'école, une obligation d'aller étudier. Et tout jeune, tout enfant qui naît part à l'école, c'est-à-dire toute la majorité de la population qui est jeune là doit partir à l'école. Et si on a étudié et que ce qu'on nous a enseigné, c'est le savoir traditionnel, comme on l'a dit, le savoir intellectuel, le savoir culturel, uniquement que ça, s'il n'y a pas de savoir pratique, à la fin de notre sortie, qu'est-ce qu'on va faire? Nous serons obligés de s'asseoir, poser, sans rien faire. Parce que tout ce qu'on connaît, c'est raconter l'histoire, c'est raconter la géographie. C'est ça qu'on connaît. Et ça aussi, ça ne garantit pas quelque chose. L'école de l'Antiquité, l'école du Moyen-Âge, l'école traditionnelle, qui ne garantit pas. Et c'est ça qu'on continue d'enseigner. Et que le monde, c'est un monde qui évolue. C'est le monde de l'évolution. C'est le monde de l'évolution. C'est le monde de l'évolution. Le système change. Les choses changent. Mais pourquoi le système éducatif, lui, ne change pas? Et on doit se taire comme ça. Et on doit regarder. Et c'est nous que ça mate. Nous, les élèves. Nous, les étudiants. C'est nous que ça mate. C'est nous que ça bombarde. Quand même, on va parler. Peut-être qu'on va nous aider. Peut-être qu'on va nous entendre. Et c'est ça la solution. On doit intégrer quelque chose. On doit faire quelque chose pour au moins garantir notre futur, pour garantir l'avenir de beaucoup de personnes, pour garantir l'avenir de plusieurs personnes. C'est très important. Et voilà donc ce qu'est l'école. Et moi, je suis avec donc les philosophes pragmatistes qui enseignent donc le savoir intellectuel, le savoir culturel, qui disent que donc ces deux savoirs-là peuvent cohabiter ensemble. Et d'ailleurs, je suis pour le savoir pratique. Ouais, l'action précède le savoir. C'est ça. Pas la théorie, mais la pratique. Tant mes frères et sœurs, ceux-là donc qui croyaient que ouais, aller à l'école, étudier, voilà, gagner des diplômes, gagner le boulot, arrêter ses rêves parce que c'est fini. Parce que c'est fini. Pourquoi on dit que c'est fini? Pas parce que jusqu'à présent il y a des gens qui n'intègrent pas dans la fonction. Il y en a en majorité. Mais c'est peu sont ces personnes-là. Parce que nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux et tous nous ne pouvons pas rentrer dans la fonction. C'est pas possible. Tous ceux qui pensaient à cela, il y a quelque chose que moi je sais. Si tu fais quelque chose et que tu doutes, tu n'es pas sûr à 100%, mon ami, il faut reculer. Au moins la chose où tu sais sûr et certainement sûr que ça c'est la vraie chose, il faut faire ça. Ouais. Si c'est douter là, il faut faire très très attention. Parce que à l'école, on sait que c'est douteux. Ouais, on sait que c'est douteux. On parle, on étudie, on gagne des diplômes, mais on n'est pas sûr à 100% qu'on va avoir un travail, qu'on va avoir un boulot. On n'est pas sûr de ça. Mais on peut prendre des années quand même à étudier. Quand même, c'est pas joli. C'est pas joli. Donc, voilà ce que donc, c'était la définition du quoi. De ces deux précurseurs, de ces deux catégories de philosophes.
Et c'est très important que nous adoptions pour les philosophes modernes, pour l'école moderne, qui est donc l'enseignement du savoir pratique. L'enseignement du savoir pratique. L'enseignement du savoir intellectuel, du savoir culturel et en même temps le savoir pratique. Parce que c'est très important pour le monde de nos jours. C'est très important pour le monde de nos jours. Un monde qui évolue, un monde qui change et tout doit changer. Et tout doit changer. C'est très important. Parce qu'on peut dire que ce système éducatif, on ne peut pas dire que ça n'a pas permis à quelque chose. Ça a permis à quelque chose. Parce que ça a permis à ce que les savoirs moraux, c'est-à-dire les savoirs culturels, les savoirs historiques, tout, ça permet donc de mettre dans des papiers, d'écrire dans des jeux, d'écrire dans des prospectus, qu'on peut utiliser aujourd'hui et puis lire. Que même si une personne a existé en Afrique et il a laissé une trace, on peut mettre dans des écrits pour permettre donc à ceux-là qui vont venir de pouvoir les lire. C'est très bien, c'est très important, mais seulement que ça ne garantit pas un travail, ça ne garantit pas